gouvernement-là, au départ, a discrédité un mouvement étudiant. Il a discrédité les grèves en disant que c'était des boycotts. Il est arrivé, il a discrédité en personnalisant le débat. Il nous a parlé de Gabriel Nadeau-Dubois qui n'aurait pas payé son loyer. Et là, on discréditait les jeunes, on discréditait les étudiants. Nous, quand on est sortis comme avocats, je dois vous dire que la dernière chose à laquelle on s'attendait, c'est de se faire discréditer de la même façon par le gouvernement. Je dois dire qu'aujourd'hui, quand ce même gouvernement-là a discrédité l'ONU, après les étudiants et ses juristes, ben, ça nous a fait un petit blow quand même, on s'est dit, OK, on n'est pas super. Le ministre a personnalisé le débat, comme le premier ministre l'a fait dans le temps avec les leaders étudiants. Et j'ai trouvé que ça prenait quand même un certain culot. Mais ce que je vais dire, c'est que je trouve quand même assez ironique qu'en réaction à notre marche, qui visait à dénoncer le fait que dans une loi, nous avons institutionnalisé et codifié les abus de pouvoir d'un ministre qui dispose d'un pouvoir exécutif. Or, dans une loi, nous avons des abus de pouvoir qui permettent au même ministre d'exercer des fonctions judiciaires, administratives et même législatives. On permet à la ministre de l'Éducation de changer des lois, d'autres lois par l'article 9 de la loi. Alors, en réponse aux préoccupations légitimes de juristes qui trouvaient que cette loi-là codifiait un abus de pouvoir, le ministre n'a rien trouvé de plus intelligent à dire que de faire qu'une déclaration qui était en quelque sorte une ingérence dans une enquête administrative au sein de son ministère. Et je vous dirais qu'en voyant ça, je vois que l'esprit de la loi 78 semble avoir déteint sur le Conseil des ministres et son autoritarisme est maintenant répandu sur l'ensemble de la fonction exécutive de ce gouvernement-là. Et je dois vous dire qu'en voyant ce commentaire du ministre Moreau, j'ai pensé que nous avions raison d'avoir peur. Ainsi que dans chacune des interventions médiatiques que nous avons faites, de même que dans le discours de clôture que j'ai livré à la fin de la marche, nous avions indiqué être un regroupement spontané de juristes, notaires et avocats de tous les domaines de pratique, autant des criminalistes que des civilistes, des gens reliés par aucune allégeance politique, qui manifestaient de façon personnelle, sans aucun lien avec quelque groupe que ce soit. On a senti que du côté de nos concitoyens, on avait une crainte et qu'instinctivement on trouvait que cette loi-là était injuste. Et nous, comme juristes, on est sortis dans la rue et on a dit, écoutez, non seulement elle est injuste, mais elle est également inconstitutionnelle, cette loi-là. Et on a senti vraiment un gros support de la part des citoyens, et c'était quelque chose qui a été très, très apprécié par tout le monde qui a participé à la marche, qui était une marche silencieuse, mais qui a connu une fin électrique et avec beaucoup, beaucoup de décibels. Et je remercie tout le monde qui a été là pour nous accueillir. Ça a fait chaud au cœur, on n'oubliera jamais ce moment-là. Maintenant, lorsqu'on dit que cette loi-là est inconstitutionnelle, puis je ne veux pas vous endormir avec un cours de droit constitutionnel, mais il y a certaines notions de base qu'il faut connaître, OK? Quand on dit que les citoyens doivent respecter la loi, c'est vrai. Mais les lois, elles, et le gouvernement doivent respecter la Constitution. C'est les lois des lois. La Constitution du Canada, c'est principalement la loi constitutionnelle de 1867, ainsi que celle de 1982, qui est venue inscrire dans la Constitution, enchâsser dans la Constitution une charte des droits, et ainsi que la protection des droits des Autochtones et une formule d'amendement. Donc, dans la Constitution, pour qu'une loi soit valide, elle doit respecter le partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial. Également, elle doit respecter la primauté du droit. Ça veut dire, entre autres, le respect du partage des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, qui est le gouvernement, et le judiciaire. Et ça, c'est très important dans le débat qui a cours aujourd'hui sur la loi 78. Lorsque la loi 78 a été déposée, dès qu'on l'a lu, plusieurs juristes, on a été très inquiets de cette loi-là. Et cette loi-là, selon moi, elle est inconstitutionnelle, non seulement parce qu'elle ne respecte pas la Charte des droits, mais également parce qu'elle ne respecte pas la primauté du droit. Quand on donne à l'article 9 le pouvoir à un ministre de changer des lois,
C'est une aberration dans notre Constitution. La ministre n'a pas le droit de changer les lois. Traditionnellement, le Parlement, c'est le gardien du peuple, c'est le gardien élu des droits des citoyens, et on ne peut pas permettre qu'une ministre vienne changer une loi qui a été votée par un Parlement. Alors ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a également des abus de pouvoir qui sont prévus dans la loi, alors qu'on permet à la ministre, et ça, c'est quelque chose qui a été passé sous silence dans presque tous les grands médias, mais qui est pourtant peut-être l'atteinte la plus sévère aux droits fondamentaux des citoyens, dans les articles 18 à 21 de la loi, lorsqu'on permet à la ministre de retirer à une association étudiante sa cotisation, son local et ses meubles, pour une session, pour chaque jour où il y aurait eu une violation à la loi, commise soit par un de ses membres ou une personne ayant participé à une de ses activités, sur lesquelles ces associations étudiantes-là n'ont aucun contrôle hiérarchique. Il faut le rappeler, les assos étudiants, ce n'est pas les patrons de leurs membres. Okay? Ils n'ont pas de contrôle sur leurs membres. Et là, la ministre peut décider littéralement de signer leur arrêt de mort en retirant leur cotisation. Mais il y a quelque chose dans notre système qui existe. D'habitude, avant d'avoir une sanction aussi sévère que celle-là, on a le droit à une défense pleine et entière. On a le droit d'être entendu par un juge, on a le droit au service d'un avocat, et on a le droit à tous les droits fondamentaux des gens qui sont accusés selon nos chartes. Mais là, dans cette loi-là, du jour au lendemain, la ministre peut décider qu'elle vient éradiquer les conditions d'existence même d'une association étudiante. Et ça, c'est une atteinte qui, selon moi, est sans précédent au droit d'association dans l'histoire du Québec moderne. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas d'autre loi aussi attentatoire à la liberté d'association que celle-là. Et imaginez la ministre qui est en conflit avec des associations étudiantes qui sont dissidentes, qui ne pensent pas comme elle, peut décider de les éliminer. Imaginez si on avait fait ça avec un syndicat d'employés de la construction, par exemple, ou un syndicat de la fonction publique. Tu sais, Dieu sait qu'il s'en passe des affaires quand il y a les moyens de pression en construction, là. Ben, imaginez si pour chaque acte illégal qui était commis par un travailleur de la construction ou quiconque se trouvant à proximité d'une de leurs actions, pour reprendre les termes de la loi presque littéralement, imaginez si le ministre du Revenu avait le pouvoir de retirer les cotisations syndicales. Ben, les gens sortiraient dans la rue et avec raison. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec la loi 78 contre les associations étudiantes. Mon propos aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas parce que ce sont des associations étudiantes, ce ne sont pas parce que les membres sont des étudiants qui n'ont pas le droit de bénéficier, comme les autres citoyens, de libertés fondamentales comme le droit d'association. Le droit d'être jugé par un juge qui est impartial. Là, on a une ministre qui est en conflit déclaré avec des associations étudiantes, et c'est elle qui est juge, qui va décider de la survie de ces associations étudiantes-là, alors qu'elle est partie au conflit avec ces mêmes associations-là. Alors, selon moi, le fait que cette ministre-là devienne juge et partie, ça aussi, c'est une autre raison de dénoncer cette loi-là et qui va probablement, venir en aide aux gens qui veulent la faire déclarer inconstitutionnelle. Maintenant, dans la loi 78, il y a quelque chose qui est venu changer. Il y avait un usage au Québec depuis une quarantaine d'années où on tolérait le droit de grève des étudiants. OK? Les associations étudiantes au Québec, depuis le début des années 80, étaient accréditées et financées selon une loi, qui est la loi sur le financement et l'accréditation des associations étudiantes. L'article 26 de cette loi-là avait l'effet de ce qu'on appelle la formule RAND dans un syndicat, qui fait que tous les étudiants devaient payer leur cotisation à l'association étudiante. Selon l'article 28 de cette loi-là, maintenant, l'association étudiante était réputée être le représentant légitime de tous les étudiants. Et c'est selon ces articles-là que les cégeps et les universités signaient avec le représentant légitime des étudiants des protocoles de grève, en les assortissant parfois de certaines conditions. Là, je me rappelle que dans une autre vie, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai été impliqué à l'association étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, comme responsable général à l'époque. Et lorsqu'on votait une grève, on s'asseyait avec le directeur du Cégep, et on signait un protocole de grève. Et moi, c'est des droits qui étaient, à tout le moins,
il n'était pas reconnu, c'était pas permis par aucune loi, c'était pas interdit par aucune loi. Et il y avait un usage au Québec depuis des décennies qui faisait que les grèves étudiantes faisaient partie du paysage politique au Québec. Avec la loi 78, on vient annihiler le droit de grève des étudiants. Et lorsqu'on a parlé des injonctions, j'aimerais ajouter une chose, c'est que les injonctions qui ont été prononcées étaient toutes des injonctions provisoires. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu un jugement qui a été rendu sur le fond de la légalité des grèves étudiantes et du droit à certains étudiants de se faire reconnaître le droit d'accéder à leurs cours. Les injonctions provisoires ont été rendues sur la base d'un contrat individuel entre le cégep et l'étudiant, mais on n'a pas considéré les contrats collectifs, les protocoles d'entente entre les associations étudiantes qui représentent légitimement leurs membres et les collèges. Mais donc, sur le fond, il y a toujours une situation de flou juridique qui perdure et on n'a pas statué sur la légalité des grèves étudiantes. On les a rendues illégales dans la loi 78, mais rappelons-nous que cette loi-là ne sera en vigueur qu'un an. Alors qu'arrivera-t-il en 2014? On ne le sait pas. Peut être prolongé. La loi pourrait toujours être prolongée. Si on est coupable d'une omission, on est réputé coupable de l'infraction, et là, les amendes sont extrêmement sévères. Comme vous le savez, de 1 000 à 5 000 $ pour un individu, de 7 000 à 35 000 $ pour un leader ou un organisateur de manifestation, et jusqu'à 125 000 $ d'amende pour un syndicat ou une association étudiante, et on parle d'amende par jour. OK? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent mentionné dans les médias. C'est des amendes par jour et qui peuvent aller au double en cas de récidive. Donc, on parle des amendes jusqu'à 250 000 $ par jour qui sont prévues dans cette loi-là. Et ça, selon moi, c'est une peine extrêmement sévère, alors que notre Charte des droits, qui est inclue dans notre Constitution, interdit les peines cruelles et inusitées. Et selon moi, en raison de son caractère extrêmement sévère, de mémoire plus sévère que n'importe quelle autre peine dans une loi provinciale au Québec, ces dispositions-là de la loi ont également beaucoup de chances d'être déclarées inconstitutionnelles. Que cette loi-là est venue modifier, je crois que c'est mon devoir de vous entretenir de certains aspects. D'abord, on a modifié le Code de procédure pénale du Québec. Auparavant, on prévoyait qu'un mineur ne pouvait pas être condamné à plus que 100 $ d'amende dans le Code de procédure pénale du Québec. Mais maintenant, c'est changé, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'amende aussi basse que 100 $ dans la loi 78, donc on voulait que les mineurs puissent eux aussi être condamnés à ces amendes extrêmement salées. Deuxièmement, et ça c'est un aspect qui est passé sous silence également, mais on a modifié le Code de procédure civile pour permettre à des gens qui n'auraient pas pu avoir accès à leurs cours dans le cadre d'une grève étudiante d'avoir accès à un recours collectif sans avoir à prouver leur apparence de droit. Alors ça, c'est extrêmement grave. Il y a des gens qui vont pouvoir, à tort et à raison, poursuivre des syndicats, des associations étudiantes, des leaders étudiants, en bénéficiant de présomption de responsabilité dans la loi 78, et ils n'auront même pas à prouver à un juge qu'ils ont une apparence de droit, qu'ils ont une bonne chance de gagner. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé également, parce que même si la personne est poursuivie en recours collectif et qu'elle gagne, le simple fait d'avoir été victime d'une poursuite, ça va lui coûter peut-être 25, 30, 40, 50 000 $ pour se défendre. Et juste ça, ça vient créer une peur dans la loi. Et selon moi, cette peur-là est créée par toutes sortes d'articles dans la loi. Et quand, en tant que démocrate, on ne peut que s'inquiéter de voir qu'on crée dans une loi autant de peur chez les citoyens qui veulent exprimer leurs droits fondamentaux. Un autre aspect dont peu de gens ont parlé dans les médias, c'est le fait que, selon les articles 22 et 24 de la loi, maintenant les associations étudiantes ont une présomption de responsabilité pour tous les dommages qui peuvent être causés par une grève étudiante. Et là, dans les dommages, on entend toute perte, tout préjudice qui est causé à quiconque, incluant l'État. Ça veut dire que si on lit la loi textuellement, là, et il y a probablement un avocat qui va être assez inventif pour le plaider, là, on pourrait faire peser sur la tête des associations étudiantes les frais, par exemple, des heures supplémentaires de la police, les frais des pertes de revenus des commerçants de la rue Crescent pendant le Grand Prix qui arrive la semaine prochaine. Et écoutez, on a des présomptions contre les associations étudiantes dans la loi à cet effet, et c'est extrêmement sévère. Maintenant, le dernier aspect dont je voudrais aborder cette loi-là,
c'est celui de la pénalisation des manifestations spontanées. On a fait les gorges chaudes là, dans les médias, et fait que les gens se plaignaient un peu pour rien et que tout ce que la loi faisait, c'était encadrer les manifestations. Et dans les sondages d'opinion dans la presse, c'était également les seules questions qu'on posait sur les 50 manifestants puis les 8 heures à l'avance. On parlait seulement de cela d'habitude. On ne parlait pas des autres restrictions aux droits et libertés fondamentaux dont j'ai parlé dans les minutes qui ont précédé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, là où la loi québécoise est plus sévère que ce qui se fait ailleurs, puis en passant, le simple fait qu'il y ait des lois ailleurs qui soient plus sévères que la nôtre, c'est pas un argument pour justifier notre loi. Il y a des lois ailleurs qui permettent la lapidation, il y a des lois qui permettent le viol, il y a des lois qui permettent la peine de mort, et c'est pas une raison pour implanter ces lois-là chez nous. Maintenant, dans les lois qui restreignent le droit de manifester, je ne connais pas beaucoup de lois qui restreignent ce droit-là dans tous les lieux publics. On ne parle pas seulement des manifestations à contresens du trafic, on ne parle pas seulement des manifestations dans les rues, on parle de tout lieu public. C'est un article qui ratisse extrêmement large et qui pourrait viser techniquement tout groupe de plus de 50 personnes. Alors, les tam-tams au Mont-Royal, techniquement, dans la loi, c'est illégal. Les amuseurs publics dans le Vieux-Port, techniquement, c'est illégal. Les groupes de touristes, quand ils sont plus que 50, techniquement, c'est illégal et ces gens-là pourraient faire face aux dispositions extrêmement sévères des amendes prévues par la loi. Et lorsqu'on me dit que cette loi-là, on fait confiance au bon jugement des policiers et des procureurs de la couronne pour l'appliquer, je réponds à cela que nous nous sommes battus pendant des centaines d'années pour avoir un système basé sur la primauté du droit, pour être gouverné par des lois et non par des hommes. Ça veut dire que lorsqu'il y a un système qui prévoit un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir-là doit être réduit au minimum et doit être encadré par les strictes limites de la loi. Lorsqu'une loi est aussi vague que celle-là, le pouvoir discrétionnaire et arbitraire qu'elle donne est beaucoup trop vaste et selon moi, c'est l'une des raisons supplémentaires pourquoi cette loi-là devra être déclarée inconstitutionnelle. À Québec, on a fait des arrestations de masse selon le code de la sécurité routière, ce qui est quand même assez intéressant parce que je ne veux pas dire que je ne respecte pas la loi, mais il m'est arrivé d'avoir été victime de contravention selon le CSR, le code de la sécurité routière. Je n'ai jamais été arrêté plus longtemps que le temps de me donner ma contravention. Alors, la question se pose de savoir pourquoi on ressent le besoin d'arrêter 700 personnes, de leur faire passer une nuit les mains attachées dans le dos avec des tie wraps jusqu'à temps que certains se pissent dessus, pour leur donner un ticket selon le code de la sécurité routière. C'est une question, je crois, qui est légitime sur la façon dont nos autorités policières vont gérer les manifestations. Maintenant, c'est un constat d'infraction. C'est la même chose, je vous dirais, que quand vous êtes accusé d'avoir brûlé un stop. Si vous voulez le contester, la première chose à faire, c'est de cocher non coupable sur la copie du constat qui vous est remise. Et par la suite, dans les motifs de défense qu'on peut invoquer, se trouve entre autres l'inconstitutionnalité de la loi et la peine cruelle et inusitée selon la charte. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et je vous dirais que d'après moi, la raison pourquoi il n'y a pas d'amendes qui sont données sous la loi 78 à l'heure actuelle, c'est que les policiers ont consulté le contentieux de leur ville, les procureurs de la couronne, leur ont probablement dit que par le temps que ces gens-là allaient avoir un procès, la loi allait probablement déjà être déclarée inconstitutionnelle.